Bonsoir à tous, on est en direct, ça y est, c'est parti, on n'est pas trop en retard normalement, tout devrait bien se passer. C'est la première de 66 millions de procureurs en direct avec des invités, avec une équipe aux petits oignons, vous allez voir. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier sujet, le Front National. Voilà, on attaque avec quelque chose de facile, simple, élégant, pour ne pas trop se casser la tête. Le Front républicain. Pardon? On va parler des deux. Voilà, tout à fait. On va parler du Front républicain plutôt que du Front national, mais vas-y, je t'en prie. Oui, pardon, oh là là, le lapsus qui commence déjà, ça y est, c'est parfait. Magnifique. Je pouvais pas faire mieux. Je rappelle juste rapidement, avant de laisser mes camarades enchaîner, qu'on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour un petit quiz spécial le 14 juillet, animé encore une fois toujours par Alexis et Adrien, que vous allez pouvoir voir à l'œuvre ce soir, et le 19 juillet pour la prochaine émission, dont on vous annonce donc le thème, et dès à présent vous pouvez donc rentrer dans le processus pour nous envoyer vos avis et mettre votre nom dans le chapeau pour la prochaine émission. Et le prochain thème, c'est: est-ce que la vaccination doit être obligatoire? Ça aussi, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes, moins à d'autres. Sur ce, Alexis, Adrien, c'est à vous. Ouais, on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter un peu au chat, parce que, comme vous l'aurez compris, cette émission, c'est surtout, avant tout, l'idée de présenter des gens qui débattent entre eux et de les mettre devant les internets. Donc, ce sera à vous de poser des questions dans le chat, ce sera à vous de rebondir sur les propos, ce sera à vous, éventuellement, de relever des contradictions si vous en voyez. On va commencer par toi, Béné. Comment tu vas ce soir? Très bien, merci. Un gros coucou de Berlin. Eh ben, c'est cool, je ne savais pas que tu étais à Berlin. Coucou On apprend tous les Camo, jours. quant à toi. Merci d'avoir bien voulu venir aussi. Est-ce que tu te sens prêt à débattre de ce sujet, alors qui n'est pas celui du Front National, mais qui est fortement lié quand même, hein, le Front On parlera républicain. du Front National de toute façon, mais Ouais. je suis prêt. T'es prêt, d'accord. Alors, on a Rob, Captain Rob également, qu'on voit pas. Il a choisi de rester anonyme. C'est son droit. D'ailleurs, je vous le dis aussi dans le chat, si vous avez envie, pour des raisons qui vous sont propres, qu'elles soient professionnelles ou autres, de venir sous un pseudonyme et sans montrer votre visage, vous pouvez le faire. Captain Rob, prêt? Prêt. Bonsoir à tous. Voilà, alors on a une autre personne qui devait nous rejoindre. Elle s'est excusée, elle reviendra un peu plus tard. Des soucis de circulation, a priori. Mais voilà, Alexis, je te laisse la parole du coup pour faire un petit point sur ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde dans le chat, donc je vais pas saluer individuellement, mais j'ai essayé de le faire à l'écrit. Merci à tous de votre présence et de votre soutien, c'est très très important pour nous. Je vous invite à liker la chaîne sur Twitch et sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait, ça nous aide beaucoup pour notre visibilité. Et comme l'a souligné Adrien, on a besoin de vous aussi pour faire vivre le débat, donc n'hésitez pas à rebondir, à proposer, etc. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du Front républicain et je vais dire quelques mots introductifs en essayant de ne pas définir la notion, parce que j'imagine que même la définition de la notion pourrait être un élément de notre débat. Donc, le Front républicain, c'est quelque chose qu'on entend revenir dans le débat public, notamment depuis le 21 avril 2002, à la suite de l'élimination de Lionel Jospin au premier tour de l'élection présidentielle et surtout de l'arrivée au second tour du candidat d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. La notion est en fait bien plus ancienne. Elle a été créée en 1955 sous la plume de Jean-Jacques Schreiber dans l'Express, qui fait référence à une coalition de partis de gauche lors de l'élection législative de 1956, qui visait à contrer le jeune mouvement poujadiste, dont un des cadres est déjà un certain Jean-Marie Le Pen. Le terme, depuis, a été utilisé à diverses occasions. Les municipales à Dreux en 1983, on pense aux régionales de 1998, en 2002 évidemment, et lors des régionales de 2015. À chaque fois, le Front républicain représente une transgression du clivage éphémère, du clivage gauche-droite pour battre le FN. En 2015, donc pendant les régionales, la gauche s'est retirée dans 2 régions pour faire barrage à la victoire du FN, s'excluant du conseil régional pour toute une mandature. Ce fut encore le cas en 2021, lors de la dernière élection, en PACA. À chaque fois, ce fut un succès. Mais au moment où les sondages nous promettent un second tour de l'élection présidentielle similaire à 2017, donc c'est-à-dire le Rassemblement national ex-Front national contre la République en marche de Macron, pensez-vous, nous on a envie de savoir si vous pensez que la notion de Front républicain est encore pertinente ou même encore souhaitable. On va essayer de diviser notre débat en 2 parties, alors ne vous limitez pas
mais la première partie serait plutôt de vous donner vos opinions et votre avis sur le concept, sur ce qu'il représente, sur la façon dont il a été utilisé jusque-là, notamment dans le débat public. Et dans la deuxième partie, on essaiera de parler de ce concept au regard des échéances à venir, donc l'année prochaine, l'élection présidentielle et législative. Et pour commencer ce débat, je m'adresse à Camo et je vais lui demander ce que ça représente pour lui, ce Front républicain. Ce que ça représente pour moi, c'est une discipline de vote au second tour qui suggère de ne pas élire un candidat du Front National. Donc ça suppose soit un désistement du candidat le moins bien placé au PS ou UMP républicain, soit que tous les électeurs républicains qui ne passent pas le second tour votent pour PS ou le contraire. C'est, je pense, une définition basique, simple. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée. En tout cas, c'est une discipline de vote qu'on trouvera plutôt dans la bouche des socialistes insoumis, enfin de la gauche, on va dire, institutionnelle. Tout le monde est d'accord avec ça? Non, les insoumis sont pas d'accord. C'est vrai. C'est-à-dire? Je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de la gauche est lassée de ce Front républicain qui était exceptionnel en 2002, quand justement il y a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. C'était tout nouveau. Ça a été, je pense, un coup de tonnerre un peu dans la société. Enfin, certains du chat ou nous ici présents devaient être un peu sous le choc, même si peut-être encore mineurs. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement répété que je pense que les électeurs sont lassés, ou les citoyens tout simplement. Et qu'aujourd'hui, la LFI, on l'a bien vu en 2017 d'ailleurs, où les militants LFI ne sont pas forcément prêts à jouer le jeu du Front républicain. Après, est-ce que c'est bien ou mal, ça, on peut en débattre et c'est un autre sujet, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas clairement appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 et il faut s'en souvenir. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vrai qu'en mai 2002, Jean-Luc Mélenchon a dit « Votez, mettez des gants si vous voulez, abaissez le plus possible Le Pen ». En 2017, après le premier tour, il l'a dit « Je n'ai reçu aucun mandat des personnes qui ont voté pour moi pour m'exprimer à leur place sur la suite ». Captain Europe, pour toi, t'es d'accord avec cette idée que c'est simplement contre le FN, une transgression contre le FN? Bah aujourd'hui, oui, le Front républicain, c'est quand on l'entend, on pense directement faire barrage au Front National. Et juste pour revenir sur la définition, je vais pas faire une bataille sémantique, mais rien que le mot Front républicain, c'est quand même un sujet, parce que ça veut dire qu'on ostracise une partie des Français et ce parti, et on le met un peu à même niveau. Enfin, aujourd'hui, on a tendance à dire que ce qui n'est pas républicain, c'est ce qui est à l'encontre des valeurs de la France. Par exemple, les terroristes ne sont pas républicains, c'est peu républicain, et du coup, on a tendance à mettre tout ça au même niveau. Donc moi, cette notion de Front républicain, enfin, la définition me dérange un petit peu, mais après, je la comprends d'un point de vue historique. Mais justement, qu'est-ce qu'on met dans cette notion de ce qui n'est pas républicain? Est-ce qu'on peut légitimement parler d'un parti politique qui est autorisé par les lois de la République et qui pour autant ne serait pas républicain? Aujourd'hui, c'est un parti qui représente un électeur sur 5. Et La République En Marche représente aussi un électeur sur 5. Donc je pense qu'on peut vraiment se poser la question de si ce parti n'est pas interdit, est-ce qu'il est vraiment anti-républicain? Et aujourd'hui, faire le Front républicain, c'est s'opposer à 20% des électeurs et peut-être le premier parti de France. La question est vraiment posée. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un déficit de démocratie quand on s'engage sur cette voie-là? C'est compliqué. Alors après, voilà, on peut avoir des avis très, très divers là-dessus. Il y a quelque chose de très, très viscéral quand on parle de Front républicain. Il y a les souvenirs de 2002, tu l'évoquais, Béné, mais Camo, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de cette valeur-là aujourd'hui, de ce parti-là qui a quand même pris une toute autre mesure que celle qu'il avait il y a 20 ans? C'est surtout, en fait, je me demande qui peut s'arroger le droit de définir ce que c'est d'être républicain ou de ne pas être républicain. Les partis monarchistes, en plus, sont parfaitement tolérés dans le paysage politique. C'est tout à fait légal d'être royaliste. Et pour revenir sur la France insoumise, il n'y a certes pas de discipline de vote, enfin de consigne de vote qui a été émise par Jean-Luc Mélenchon en 2017. Mais c'est surtout pour pour continuer à paraître anti-système, puisque le Front républicain est justement vu maintenant, et c'est plutôt une victoire de Le Pen à ce niveau-là, comme un outil
d'un système qui lutterait pour rester en place. Donc, il n'y a certes pas de consigne de vote, mais il l'appelle quand même à voter contre le Front National. Oui, c'est vrai. On a une question sur le chat de la petite loutre. Bonsoir à toi. Ce n'est pas un peu facile que ce soit les forces politiques au pouvoir qui définissent ce qui est républicain ou non? Est-ce que quelqu'un a un point de vue là-dessus? République, ça veut dire chose publique, donc ça appartient à tout le monde. Donc, ce qui appartient à tout le monde n'est pas le monopole d'une personne. La République, on peut la définir comme l'absence de roi. On peut la définir comme un régime politique dans lequel les dirigeants seraient élus par le peuple. Là-dessus, il n'y a rien de contradictoire avec ce que demande le Front National. Enfin, le Rassemblement National, pardon. Mais, oui, vas-y. Et si c'est pas les politiques, dans ce cas-là, la petite loutre, ce serait très intéressant d'avoir ton avis. C'est qui doit faire cette définition? Est-ce que c'est aux médias? Est-ce que c'est aux citoyens à travers autre chose que le vote? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut bien essayer de mettre quelques règles. Oui, tout à fait. Donc, une autre alternative à ça. Mais en même temps, Bicalou nous dit à côté, dire qu'on est tous sauf RN, ce n'est pas la même chose que d'envisager une interdiction. Donc, d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on pourrait refuser le droit à d'autres forces politiques de s'allier entre elles pour empêcher une autre force politique, même si elle est légitime, républicaine ou quoi que ce soit, d'arriver au pouvoir, que ce soit un échelon local ou régional? Ça va dans les deux sens, non, cette idée-là? Non, mais personne ne critique la légalité du Front républicain. Le truc, on peut critiquer sa légitimité, mais pas le fait que c'est tout quand à fait même légal quand on entend les arguments des responsables politiques qui évoquent ce front républicain, c'est pour faire barrage à une menace pour la France et pour la République. Donc on est sur un discours qui n'est pas juste un discours de désaccord politique. On est sur quelque chose qui relève de l'attaque à notre démocratie. Enfin, j'exagère un peu, mais dans l'idée, les termes qui sont employés sont en général au-dessus de ce qu'on pourrait considérer comme un simple désaccord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Captain Rob, qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup à réagir par rapport à ce qui se dit, mais je rejoins en tout cas un des participants, j'ai plus le nom, pardonnez-moi, sur le déni de démocratie. Sur le déni de démocratie, c'est ça que tu as dit? Le déni. Déni, ok, d'accord. Ouais. Le déni de démocratie qui se fait pour moi à plusieurs niveaux. Il y a à la fois les électeurs qui peuvent se sentir floués. Béné le disait, c'est quand même une partie assez importante maintenant. Et c'est aussi un déni de démocratie pendant toute une mandature, quand on voit qu'il y a des listes qui se retirent. Donc, une absence d'opposition dans certaines régions. Je pense à la PACA qui n'a plus de gauche. Ça fait 6 ans. Hein. Oui, voilà. D'un point de vue personnel, ça me va plutôt bien, mais sur le principe, je suis quand même attaché au débat contradictoire et je trouve que c'est un peu dommage. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, si je peux prolonger ce que vient de dire Captain Rob, c'est que il y a un déni de démocratie. La gauche n'a plus de présence en PACA depuis de nombreuses années. Pareil dans les Hauts-de-France. Et ce qui me gêne, moi, personnellement, dans le Front républicain, avec ce désistement systématique des listes, c'est que finalement, les listes qui se désistent n'ont aucune représentation. Et là, je vais faire parler mon expérience un peu allemande, là, de ce que je vois à Berlin, mais des grandes coalitions, ça existe. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, avec les listes qui se désistent, de créer justement un peu ce contrat de coalition contre, effectivement, le FN ou le RN sur 5-6 ans, selon les échéances électorales. Et je pense que aujourd'hui, le Front républicain, il y a plein de gens qui en ont marre. Quand vous parlez avec vos amis de différentes tendances politiques, mais souvent de gauche, ils se posent vraiment des questions de faire le jeu du Front républicain. Mais si on promettait vraiment un programme de coalition où on prend justement un peu des bonnes idées des uns et des autres pour lutter contre le FN ou le RN, eh bien, le Front républicain pourrait regagner un peu, passer lettre de noblesse, parce que c'est pas le bon terme, mais un peu de sa valeur et de sa crédibilité. C'est une idée. Ouais. La coalition, c'est quand même quelque chose de très culturel. C'est quelque chose qui marche en Allemagne.
je suis pas forcément certain que ça marche autant en France. Oui, mais en réalité, ce qui est quand même un constat qui paraît évident, c'est que cette coalition, elle se fait de toute manière au second tour de toutes les élections. Sauf qu'elle se fait sans avoir de représentation sur les régionales. Voilà, tu retires ta liste et c'est tout. Donc, Il n'y a PACA. pas d'élément programmatique. Non, et en plus, aucun. Il n'y a pas de véritable fusion qui pourrait éventuellement justifier une telle coalition. Donc, c'est compliqué de savoir comment et encore utiliser cette notion-là, mais est-ce que vous n'avez pas quelque part l'impression que c'est, et on a déjà beaucoup entendu le terme, un épouvantail qu'on agite lorsqu'on est un parti de gouvernement dans ce pays pour gagner les élections? C'est exactement ça. C'est que en fait, il y a une coalition, mais qui est juste sur le moment de l'élection. Après, on vote pas pour un programme, on vote contre quelque chose, ce qui est pas une nouveauté en soi, hein, mais c'est quand même pas constructif. Quand on vote contre, est-ce qu'on va vraiment avancer sur des sujets? Et pour moi, je pense que, in fine, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis. Il y a tout le monde qui est content. On a évité le pire quand le RN est pas parvenu au pouvoir. Mais sous couvert de victoire contre les extrêmes, en fait, on s'empêche aussi de penser à pourquoi le RN est aussi élevé. Et en fait, on pourrait mettre en parallèle le constat d'échec des partis traditionnels qui préfèrent s'entendre et passer des accords plutôt que de procéder à un devoir d'inventaire et voir ce qui marche pas, et pourquoi, en fait, au final, pourquoi le RN gagne du terrain. Moi, j'ai peut-être une question qui est pas tout à fait différente, mais qui est un peu à côté de ce que vous évoquez là. C'est la question de est-ce que ça marche, le Front républicain? Parce que, je l'ai dit dans mon introduction, ça a marché de manière ponctuelle en 2015, en 2021, en 2002. Mais si on regarde la différence entre 2002 et 2017 sur la présence du Rassemblement, du Front National, à l'époque, au second tour de l'élection présidentielle, on se rend compte que ça a été un choc absolu en 2002, et en 2017, ça a été finalement quelque chose de très attendu. On a eu un président, Jacques Chirac, sortant, qui a fait un discours, j'ai quelques notes là, je vais pas vous les lire, mais qui a vraiment été lui-même très choqué, même s'il savait que du coup il allait être réélu, mais alors qu'en 2017, on avait l'impression que Macron a vu ça comme une victoire un peu facile au deuxième tour. Est-ce que le Front républicain, finalement, il s'est pas affaibli par lui-même, ou est-ce qu'il n'a pas favorisé le FN en créant quelque chose, Camo, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais en créant un effet de système UMPS, en disant, regardez, en fait, à chaque fois que c'est pas nous, ils font une coalition contre nous. Est-ce que vous pensez finalement que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne? Au-delà de ça, en 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre. Et donc, peu à peu, jusqu'en 2017, vous avez le PS et à la limite l'UMP qui se sont arrogés, on va dire, le monopole du cœur avec des grands discours là-dessus, en étant dans l'émotionnel, vous voyez, et en laissant le monopole du réel au Front National, et donc en continuant de refuser de débattre. Alors que les gens ont envie de voir des grands débats sur le réel, et les gens ne croient plus aux beaux discours. Et c'est vrai qu'en 2002, ça faisait des très beaux discours et des très belles manifestations. Et c'était agréable à voir, en fait, parce que c'était un beau spectacle. Et même d'en faire partie, c'était, on va dire, émotionnellement agréable. Mais maintenant, les gens ont envie de voir des vrais débats sur les vrais sujets et sur des sujets de grande envergure. Ils veulent qu'il y ait un débat de second tour, et ils veulent que tous les sujets soient traités et qu'on arrête d'être dans les anathèmes et les grands discours et tout ça. Là, dans le chat, Ah, pardon, tu voulais réagir, Béné, vas-y. Non, je voulais à la fois réagir à ce qui venait d'être dit et justement un truc intéressant du chat. Alors, vas-y. Si je puis me permettre. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord. 2002, limite, on avait gagné la Coupe du Monde en termes de choc et de grands discours. Alors que pourtant, cette année-là, on l'a pas gagné, la Coupe du Monde. Ah non. Ah non, c'est bien fait éjecter rapidement. Non, je suis entièrement d'accord. Moi, il y a deux éléments que je retiens. Un, c'est que en 2012, où on avait François Hollande et Sarkozy l'un en face de l'autre, donc deux partis républicains, on a eu 2 millions de votes blancs. C'est pas beaucoup, mais ça avait déjà ébranlé beaucoup de gens, c'était plus qu'avant. 5 ans après, 2017, où on a quand même effectivement le RN face à Emmanuel Macron, on a 2 fois plus de votes blancs et nuls. C'est blanc et nul, hein. Et je trouve que ça interroge, parce que alors qu'il y a un plus grand risque que le RN arrive au pouvoir qu'en 2012, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui s'abstiennent. Et je trouve que c'est assez parlant sur est-ce que le Front républicain marche encore.
C'était Voilà, la sinon, pour stratégie les de restes- dédiabolisation qui a marché Ouais. plus que l'échec du Front républicain. Non, bien sûr, et puis aussi il y a ce côté, bah voilà, moi je n'irai pas voter, mais de toute façon on sait qu'elle va pas être élue. Il y a cette idée-là qui explique aussi ce nombre de blancs et nuls. Je voudrais réagir à un commentaire de Bicalou sur le chat qui nous dit que le Front républicain est rendu nécessaire en raison d'un système électoral majoritaire. Non, pardon, c'est le commentaire d'avant, excusez-moi, j'ai mal lu. Donc de Dark Electrum, le Front républicain serait exclusivement une arme anti-Rassemblement national. N'y aurait-il pas d'autres mouvements qui revendiquent leur refus du système républicain avec ses règles actuelles et qui mériteraient la même réaction de la part des républicains? C'est intéressant parce que cette histoire de Front républicain, aujourd'hui, est-ce qu'elle s'applique plus que, notamment au regard de ce qui s'est passé au régional, envers le Rassemblement On national? en parlera en deuxième partie plutôt, non? On en parlera en deuxième partie si vous voulez, mais ça me paraissait... Mais c'est non, c'est pour Là, ça. c'est Non, mais bien. c'est une question qui est très pertinente. Mais effectivement, au vu de ce qui s'est passé au régional, je pense que on pourra voir comment s'étend la notion. Mais on a une question sur le souhait de développer la proportionnelle. Est-ce que on a une question sur le chat de Bicalou, c'est ça? Et puis on me l'a posé aussi par ailleurs parce que même des gens qui posent des questions sur les autres canaux. Bref, est-ce que finalement le Front républicain, c'est pas contradictoire avec le souhait de développer la proportionnelle pour mieux représenter les Français? Est-ce que si on avait une meilleure représentation via la proportionnelle, est-ce que peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de faire un Front républicain? Est-ce que ça vous paraît, est-ce qu'on paraît qu'il y a un lien entre les deux ou pas du tout? Bah, ça encouragerait les coalitions, en tout cas, et ça veut dire qu'aucun candidat ne pourrait se désister lors d'une proportionnelle. Donc ça c'est-à-dire- rend caduque la notion de Front républicain, puisque le Front républicain marche surtout en cas de second tour ou de triangulaire. Mais pourtant, la notion même de Front républicain, elle a été créée sous la 4ème République pour parler d'une coalition, ou un régime comme qui était assez largement proportionnel. Donc, est-ce que c'est peut-être que dans le système aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus si on avait une proportionnelle qui était excellente ou parfaite? C'est ça que je veux dire. Je sais pas, Béné ou Captain Rob ou Camo d'ailleurs, si tu avais des choses à ajouter là-dessus. Captain Rob parlait du pas Rogue comme dans Harry Potter. Captain Rob parlait du délit de démocratie, je crois tout à l'heure. Et en tant que démocrate convaincu, franchement, je trouve ça assez hallucinant que le premier parti de France, où 20% des gens qui votent ne soient pas bien représentés au Parlement. Enfin, je ne souhaite pas que le RN, dans l'absolu, ait un groupe parlementaire, mais aujourd'hui, il y a quoi, même pas 10 élus, donc 7 élus, et ils ne peuvent pas être représentés comme les écolos, comme les LFI, comme les communistes. Alors que Marine Le Pen était au 2e tour des élections. Enfin, juste qu'on soit de gauche ou de droite, je trouve qu'en termes de démocratie, effectivement, c'est pas acceptable. Et je comprends du coup que les électeurs du RN voient ça comme un gros complot contre eux et que ça crée une lassitude en fait chez tout le monde. Puis ça alimente énormément cette thématique-là au Rassemblement national, hein. C'est certain. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine très schizophrénie à dire d'un côté le danger pour la démocratie c'est que le Rassemblement national ait des responsabilités politiques et de l'autre dire attention ils sont dangereux eux-mêmes pour l'exercice de ce pouvoir-là. C'est compliqué. On a l'impression un peu de se retourner la tête dans tous les sens quand on y réfléchit 2 secondes. Je sais pas, c'est... Sur ce sujet, je ne sais pas si Camo ou Captain Rob voulait rebondir ou si vous voulez passer à autre chose. Non, mais c'est un peu reprendre ce qui a déjà été dit, hein. Je pense que ça renforce l'argumentaire en fait sur le fameux système qui cherche à survivre et toutes les thèses complotistes. Et à moins que l'objectif soit de lasser à terme les électeurs de Marine Le Pen qui voient qu'ils ne sont jamais écoutés. Et comme le disait Béné, c'est une partie assez significative. Et en effet, on a un vrai problème de représentativité. Je pense qu'au contraire, ça peut même énerver à terme des gens qui le sont déjà, qui se sentent déjà aujourd'hui en périphérie et délaissés. Et j'aurais pas tendance à dire que les gilets jaunes égale RN, mais les gilets jaunes à la base c'est quand même un mouvement populaire. On voit aussi que le vote populaire d'un autre côté s'est massivement déplacé de la gauche vers le Rassemblement national. Donc j'ai imaginé qu'il y a des porosités quand même entre ces mouvements et ça peut déboucher sur un sentiment général de dégoût de la politique, s'agit de discrédit sur toute la classe politique qui est jugée pourrie par nature et de toute manière des gens qui sont pas entendus dans leur choix démocratique. Et par rapport à ça, on parle on a dit tout à l'heure que le Front républicain aurait pu avoir comme continuité une coalition droite-gauche, comme on pourrait le voir en Allemagne, mais le Front républicain a aussi pour objectif de rendre impossible une autre coalition qui serait l'union des droites. Ça permet d'empêcher de la part de la gauche que la droite fasse avec le FN le même coup que Mitterrand avait fait avec les communistes.
c'est aussi un objectif sous-jacent, en tout cas de la part de la gauche. Mais est-ce que c'est encore viable aujourd'hui? Je suis pas sûre. Hein. La gauche n'est plus assez puissante pour ça. On va en parler de la gauche hein, dans la seconde partie du débat. Oui. Mais justement, on a aussi vu pendant Elle est puissante idéologiquement. Les régionales qu'on a par exemple en PACA, le candidat de gauche, dont le nom m'échappe, là, je m'en excuse, avait déclaré le soir du premier tour qu'il n'y avait pas de raison de se maintenir. De se désister, excusez-moi, pardon, pas raison de se désister puisqu'il n'y avait pas de risque de victoire du RN. Et on était en plateau, quand on est retourné en plateau à Paris, donc moi j'étais sur BFM à ce moment-là, je me souviens d'Olivier Faure qui a dit non mais ça c'est pas une décision qui a été prise, il va falloir qu'on en discute, etc., etc. Ma question c'est, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est les apparatchiks de parti qui décident à Paris des grands équilibres de pouvoir, ce qu'il faut faire, au détriment des responsables locaux et même des militants. En fait, on peut poser la question de savoir est-ce que c'est un objectif stratégique, le Front républicain, ou est-ce que c'est quelque chose de moral? Parce qu'on dit oui, c'est pour lutter contre des partis qui sont aux extrêmes de notre démocratie, qui sont un risque pour la République. Mais en fait, est-ce que c'est pas simplement une visée électoraliste pour simplement gagner, quoi? Non? Là-dessus, personne? En tout cas, c'est perçu comme tel. Hein. C'est perçu comme tel par la population générale. Oui, je sais pas, vous avez peut-être des expériences de militantisme, je sais pas comment c'est vu sur le terrain, ce genre de décision. Moi, je pense que déjà, pour rebondir sur ta question, la prolonger, je pense que on fait un peu un amalgame là depuis le début des élections, une généralité, entre les élections nationales, présidentielles et locales. Et je pense que le Front républicain s'applique pas du tout pareil. Entre les deux, et que la perception des Français du Front républicain ne sera pas le même. Je sais plus dans quelle ville c'est là pendant les régionales ou les municipales où il y a même un candidat LAREM qui a rejoint une liste FN. Enfin voilà. Ah oui. Donc, oui, à Perpignan. D'accord. Bon, après il se passe des trucs bizarres parfois en local, mais je pense que vraiment au niveau des régionales et des municipales. L'appel des chefs à plumes de Paris, je pense que ça passe plus du tout. Et effectivement, il y a ce côté un peu, c'est la morale, c'est le parti qui impose. Sauf qu'en fait, au niveau du local, les militants ont mis beaucoup d'énergie. Les militants se sont décarcassés pour faire une campagne comme ils pouvaient. Et quand on te dit ciao, bye bye, en fait, tes idées, on n'en a rien à faire. Et toi aussi, d'ailleurs, on n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, fais, s'il te plaît, campagne pour le candidat de droite que tu détestes. C'est un peu compliqué. Et surtout dans le local, vous avez des gens qui travaillent, qui ont les mains dans le cambouis et qui réussissent aussi, à droite comme gauche, des choses très bien dans les régions, dans les départements, dans les municipalités, alors que les grandes têtes pensantes parisiennes sont vues par la population comme des élites qui ont tout échoué, donc il ne leur reste que les postures morales pour essayer de garder un semblant d'autorité. Mais si ça marche pas et que c'est mal perçu, pourquoi du coup tenir ces positions-là entre les deux tours des élections régionales? C'est ça qui est difficilement compréhensible. Pourquoi? La question c'est, est-ce qu'en fait les partis doivent prendre position ou pas juste laisser les électeurs faire ce qu'ils veulent? Mais à quoi sert un parti? Toute la question du... mais le Front républicain pose la question de la démocratie aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça pose la question de savoir à quoi sert un parti aussi, parce que s'il t'es pas censé t'orienter, en tout cas, parce que tu es censé partager un certain nombre de choses avec ce parti, à quoi sert-il donc? Ça rejoint, ça ressemble quand même beaucoup au débat qu'on peut avoir sur l'entre-deux tours de présidentielle, où il y a des candidats qui avaient réussi peut-être à truster des voix au-delà du fait qu'ils soient d'un parti ou d'un autre, mais plus parce que on sait qu'à la présidentielle, quand même, le candidat apporte plus, on va dire, son identité. Et qu'au second tour, ils donnent des instructions de vote, que ce soit un Front républicain ou non. Hein. Quand à chaque fois... Bayrou sur 2 ou 3 élections d'affilée et au deuxième tour il te dit votez pour ça et tout le monde pense que du coup il y a 15% de Bayrou qui sont partis et ça y est c'est bon, ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de dire là quand même, donc est-ce que c'est on va dire, est-ce que ça doit rentrer dans le débat politique de
de pouvoir transférer ses voix, foncièrement, je pense que ça pose un problème quand même dans l'absolu. Affirmer que les grands partis ont tous échoué, c'est déjà se mettre hors de la République. Ça, c'est un point de vue que je ne partage pas forcément. Il y a une dernière peut-être question avant qu'on fasse une petite pause. Je vois qu'on parle des sondages dans le chat. Est-ce qu'il y a un lien entre les sondages et le Front républicain pour vous? Et sachant que les sondages sont se trompent parfois, notamment les régionales, il y a eu quand même là des surprises. Est-ce que vous voyez un lien, sachant que les sondages sont quelque chose qui n'est pas forcément entièrement démocratique? On pourra en parler. Si le sondage la naissance du Front républicain en 2002, aucun sondage n'a prédit la victoire de Le Pen au second tour. Mais est-ce que c'est parce qu'en 2017, on savait tellement que Marine Le Pen allait être au second tour que finalement, le Front républicain n'a même pas eu besoin? Et puis là, c'est l'inverse qui s'est passé au régional. On attendait plus du Rassemblement national, finalement. Donc, pour forcer le vote utile dès le début. Donc, vote utile versus Front républicain, c'est ça le mot de la fin de la première partie? Pour cette deuxième partie, on va parler du Front républicain par rapport à l'année prochaine. Mais avant de parler de l'année prochaine, on va déjà faire un petit retour sur ce qui s'est passé durant les régionales, notamment en Île-de-France. Au vu des déclarations de certains responsables politiques, et même des responsables politiques de gauche, là, ceux qui n'ont pas la caméra ne voient pas que je suis en train de faire des R guillemets. On pense notamment à Jean-Paul Huchon ou Manuel Valls. Peut-on voir émerger un Front républicain anti la France insoumise ou en tout cas un Front républicain contre la gauche extrême? J'ai quelques chiffres. Un sondage du Figaro, dans le cadre des régionales, indique que 79% des répondants sont pour un Front républicain face à la France insoumise. 79% des répondants du Figaro, mais tout de même. Pour 2022, un sondage effectué par le magazine L'Opinion dit que 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 50% des électeurs de Anne Hidalgo, 40% des électeurs de Yannick Jadot et 41% des électeurs de Xavier Bertrand n'iraient pas voter au second tour ou iraient voter sans se positionner entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça pose quand même des questions, parce qu'on a dit quand même pendant une demi-heure que le Front républicain visait à empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Là, on se rend compte qu'il y a eu plutôt, de la part de certains responsables de gauche, le fait d'empêcher les partis considérés d'extrême gauche d'arriver au pouvoir via une coalition ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que le Front républicain peut devenir un Front républicain anti-gauche, entre guillemets? Béné. Clairement, et je trouve que les chiffres que tu as mis sur la table sont hyper éclairants. Moi, j'ai plein de potes en Île-de-France et j'en ai plein qui ont porté l'argument de Valérie Pécresse en disant « Mais attention, tu vas voter pour la France insoumise si tu votes pour le PS ou pour les écolos, etc. » C'est vrai. Ah oui, je confirme, j'ai eu ça autour de moi aussi. C'est vrai. Après, de là à voter vraiment anti-LFI, en faveur de la droite alors que tu n'es pas de droite, je trouve ça un peu fort de café, perso. Surtout quand tu as un candidat du centre, je mets aussi des guillemets, qui s'appelle Laurent Saint-Martin et de La République En Marche avec le Modem, etc. Moi, perso, je trouve ça bizarre dans une triangulaire. Après, dans un duo, où effectivement, tu as Valérie Pécresse et en face une alliance de la gauche, là, je peux le comprendre. Qu'on vote Valérie Pécresse. Dans une triangulaire, j'ai plus du mal. Voilà. Je vois très bien l'intérêt à droite de créer un nouveau front républicain, ce qui serait, on va dire, anti-islamo-gauchisme, si on reprend les termes qui sont utilisés. Je vois très bien l'intérêt à droite parce que ce sera en fait refaire le même coup du cordon sanitaire, mais l'inverser. Ils voient que le PS, après les régionales, n'est pas tout à fait mort. Ils voient que Mélenchon a un potentiel électoral de 15-20% peut-être. Donc, ce serait empêcher une victoire de la gauche. De la part de la gauche, j'ai peut-être un peu plus de mal à voir l'intérêt. Je vois que c'est plutôt Manuel Valls qui a lancé cette idée et ça a eu un impact médiatique relativement important parce que c'est des gens qui sont plutôt dans une tentation de coalition centriste
même si ils ont été rebutés par République En Marche, mais en tout cas, c'est Manuel Valls qui est plutôt, on va dire, à la droite de la gauche, et donc dont le paysage est plutôt situé à droite que vers l'extrême gauche. Donc je vois aussi l'intérêt chez certains socialistes de le faire, mais l'intérêt électoral, il serait plutôt de ne pas le faire, de ce nouveau front républicain. Rob ou Béné, peut-être? Ou vas-y, Adrien, si tu veux. Non, mais c'est juste que, moi, ça m'a profondément interpellé, cette histoire de, vous avez en Ile-de-France une candidate qui vous dit, votez pour une des 2 autres listes que la mienne, c'est être anti-républicain. On est plus dans l'argumentaire, là, on est plus sur un petit épouvantail dans un champ, c'est un truc immense. Jusqu'à où ça peut aller? Moi, ça me fait rebondir sur ce que disait la petite loutre dans la première partie, qui disait à partir de quand, qui va décider du caractère républicain ou non de telle ou telle formation politique, et comment est-ce qu'on pourrait envisager, le cas échéant, d'une institution ou d'un vote citoyen. On en avait un peu parlé, mais c'est vrai que jusqu'à où ça va, finalement? Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord avec votre opposant politique, alors il faut faire front parce que c'est pas républicain? Ça devient compliqué, en réalité. Ouais, le curseur, tu peux le mettre un peu où tu veux, sur les sujets économiques, sur les sujets de société, sur les sujets, société, immigration, etc., religion, tout ce que tu veux. Et effectivement, c'est Camilo qui parlait du parti monarchiste. Est-ce qu'il est républicain? Est-ce que c'est un parti démocratique ou pas? La question, elle se pose. Mais sinon, non, moi, je trouve que c'est effectivement super gênant que tu aies une candidate DLR qui chasse à fond les voix d'extrême droite contre un candidat centriste ou centre-droit, comme tu veux, et une coalition des gauches. Encore une fois, moi, ça me pose un problème, et parce qu'on est dans une triangulaire et pas dans un duo. Après, on se retrouve dans cette configuration-là à l'élection présidentielle. Mais alors, oui, vas-y. Non, vas-y. Non, mais je sais simplement qu'en fait, là, on parle de cette élection précise. Mais par exemple, peut-être que ce front républicain anti-gauche qu'on a pu essayer de voir émerger, en tout cas pour l'élection en Ile-de-France, c'est pas contre la gauche, c'est peut-être parce qu'il y a une crainte, une peur. Enfin, je vais le dire clairement, parce qu'on me le souffle par ailleurs, mais c'est pas anti-gauche, c'est anti-saccage Paris, c'est barrage contre leur bilan, on me dit. Comme si, en fait, c'était pas simplement contre l'idée d'avoir LFI qui participe à la gestion de la région, mais de voir que finalement, en Hidalgo, ce qu'elle fait à Paris, on est vraiment contre, donc on veut surtout pas ça pour l'Île-de-France. Donc là, on n'est plus du tout dans une idée de il faut absolument éviter qu'LFI soit au pouvoir comme le RN pour être au pouvoir, mais juste c'est quelque chose de très circonstanciel. Donc ma question, moi, c'est plutôt, est-ce que c'est simplement quelque chose pour cette élection, pour un enjeu régional ou local, ou est-ce qu'il est possible qu'en 2022, ça fonctionne aussi? Est-ce qu'il est possible qu'en 2022, si on a un duel entre un candidat de gauche et un candidat centriste, les candidats de droite s'abstiennent ou refusent de faire un... Enfin, voilà, moi, ma question, c'est quelle est la pertinence et la portée du sujet? Tous les gens de gauche ne sont pas LFI. Hein. Tous les gens de gauche ne sont pas LFI, c'est vrai. Mais... Et Sylvia Pinel, en Occitanie, elle a refusé l'alliance avec la LFI. Hein. Non, mais ça, c'est bien de le dire. Et elle a gagné. Parce qu'elle pouvait. Mais la question se pose aussi à droite. Carole Delga, pardon, excusez-moi. Pas de souci. La question se pose également quand t'es la République En Marche, de savoir est-ce que tu vas t'entendre avec les Républicains. Donc, évidemment que dans ces coalitions-là, il y a des compromis idéologiques qui doivent être faits. Je rebondis d'ailleurs sur ce que dit la petite loutre, qui dit est-ce que c'est pas le principe du scrutin majoritaire, finalement, que chacun ne se retrouve pas dans les gagnants de l'élection? Est-ce qu'on pourrait pas revenir à la proportionnelle, à la petite soupe des coalitions intergouvernementales, demande-t-il? Ingouvernable. Ingouvernable, oui. Ah, ingouvernable, pardon. Désolé, je suis un peu fatigué. Mais dans l'idée... Ça s'appelle la 4ème République. Ouais, ça s'appelle la 4ème République, mais quand même, le mode de scrutin, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu à creuser derrière tout ça, quoi? Est-ce que Captain Rob est avec nous? Ouais, apparemment, Captain Rob a plus de micro. Si, je suis avec vous, vous m'entendez? C'est bon, ça remarche. Écoute, on serait ravis d'avoir ton avis sur tout ce qui a été expliqué depuis le début de la deuxième partie. N'hésite pas. Je me suis jamais vraiment interrogé sur cette question parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la gauche au second tour. Mais allez. Et après, on nous demandait si 66 millions est une émission de gauche. Vas-y, je t'en prie, continue. Mais le sentiment général que j'ai, c'est oui, quand on voit comment Valérie Pécresse agite les peurs, le raisonnement est le même. Pour moi, je pense que ce sont des jeux de posture.
Même une candidate de droite qui fait ça, je trouve ça pas très... Bon, c'est malin électoralement, mais sinon, je trouve pas ça très, très sain. Et que ce soit pour les régionales et a fortiori pour le national, j'ai le sentiment que il y a moins de gravité quand c'est l'extrême gauche que quand c'est l'extrême droite. Qu'il y aura toujours, on agitera toujours les chiffons rouges, sans mauvais jeu de mots, quand ce sera le RN qui sera au port du pouvoir, mais moins pour l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, malgré tout, elle a déjà gouverné, il y a eu la gauche plurielle, il y a eu le Front populaire, alors qu'il n'y a jamais eu ce genre d'alliance à droite et à l'extrême droite. Mais aujourd'hui, il y a la question de, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on entendait cette histoire d'anti-républicanisme de l'islam, l'islamo-gauchisme, ces choses-là qui ont fait, soi-disant, de la gauche un parti infréquentable. Parce que c'est un peu cette menace-là qu'on agite aussi quand on entend Éric Ciotti parler de terrorisme, quand on entend quand on entend beaucoup de choses et son contraire également. Donc, est-ce que ça n'a pas changé depuis ? Non, mais aujourd'hui, la gauche, elle préfère être observatrice des sondages que d'être proactrice des élections présidentielles à venir. Enfin, aujourd'hui, la gauche se pose quasiment la question de ce qu'elle va faire au second tour. Et c'est quoi, enfin... C'est quand même dramatique comme état de la gauche. Et la gauche, faut que ce soit le PS ou la LFI, il faut qu'ils se mettent dans une autre posture pour essayer d'avoir des électeurs convaincus qui votent pour eux et qui les amènent au deuxième tour. Ils pensent suffisant d'avoir fait une OPA sur les valeurs républicaines. On verra les programmes de l'année prochaine. Mais sur ce qui a été dit tout à l'heure, je dirais que la politique, c'est d'abord désigner l'ennemi. C'est plus facile pour un candidat de droite type Xavier Bertrand de monter au créneau en faisant des grands discours un peu apocalyptiques sur il ne faut pas que le FN passe, plutôt que de faire des propositions qui ressembleront forcément à celles d'Emmanuel Macron et à celles qui ont été dans les gouvernements des 10 dernières années. C'est plus facile, c'est plus malin électoralement, comme disait Captain Rob. J'ai un peu la partie facile là, en disant ça, mais je sais, vous aurez noté quand même que depuis le début, ce sujet du Front républicain, ça nous pousse à beaucoup plus parler de toutes les manipulations, les techniques, et des manœuvres électorales au détriment du fond. En fait, depuis qu'on parle de Front républicain, on parle absolument pas de fond, et la politique, c'est ça. Alors je sais qu'il faut pas être naïf. Il y a le vote utile, il y a le Front républicain quand il y a le chiffon rouge, mais on oublie quand même de parler de fond là depuis le début. Est-ce que c'est pas symptomatique juste du thème qui n'est pas le Front républicain n'est pas un sujet de fond, mais une posture. Donc c'est plutôt normal en fait la tournure du débat. C'est une possibilité. C'est intéressant. Mais c'est ce que ça montre en fait de la politique et encore une fois du fait que derrière ceux qui suivent ça de manière alors pas idéologique mais qui s'intéressent un peu au débat de fond, au débat d'idées, c'est ça aussi qui peut les rebuter, qui peut faire que la politique perd du terrain et pas seulement au compris de ceux qui se sentent le moins écoutés, aussi je pense que parmi les personnes éduquées qui disent en fait, j'en ai juste marre de voir que de la merde sur BFM. Et, en fait, éduqué ou pas, enfin, je veux dire, tout le monde, c'est un discours qu'on entend fréquemment. Palin dans le chat dit « Je trouve ça dommage de devoir voter par dépit et non pour un programme, de voter pour le moins pire au final, juste pour des pouvoirs et des partis politiques devenus stéréotypés. » On retrouve quand même ici un peu ce qu'on vient de dire dans cette idée-là. Mais est-ce que finalement on parle pas de fond parce qu'on n'a pas le choix? C'est une vraie question, quoi. Peut-on encore être de gauche et affirmer que certains extrémistes de gauche ne sont pas républicains? Demande à Manuel Valls et après on en reparle. Dark Electrum nous demande ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a, des gens de gauche qui pourraient nous éclairer? Puisque oui. Oui, mais enfin j'imagine que c'est la même chose qu'à droite, non? Je sais pas, Béné, peut-être. Ni de gauche, ni de droite. Non, mais oui, clairement, tu peux être de gauche et dire que les idées qui sont portées par la LFI, pour pas la citer, ne te correspondent pas, parce que trop islamo-gauchiste, avec des guillemets toujours, trop anti-mondialiste, avec des guillemets. La social-démocratie, c'est pas la LFI. Après, est-ce que la social-démocratie est de gauche? Bon, ça, après, chacun doit...
Le Front républicain, on me dit aussi, c'est un choix de société contre les discriminations de l'extrême droite, contre les politiques décroissantes de l'extrême gauche. Donc on parle bien de fond. Il y avait quand même bien quelque chose de fond par rapport, j'imagine, à ce que tu disais, Camo, par rapport au Front républicain. Je ne sais pas si on peut mettre ça exactement sur le même plan. Je voudrais juste peut-être qu'on parle un peu de l'élection présidentielle, parce que là, on a parlé de ce qu'il y a un Front républicain contre la gauche, entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait avoir, attention, là on fait plein de concepts, est-ce qu'on pourrait on pourrait imaginer pour l'année prochaine un nini de gauche, parce qu'on pense à notamment un des premiers affaiblissements du Front républicain, c'est quand même quand le président de la République, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais c'était Nicolas Sarkozy, il me semble, a commencé à faire un nini. Donc ni PS, ni RN, ni FM à l'époque, c'était quand même déjà une brèche. Et là, on a une tentation au nini de gauche pour l'élection présidentielle de 2022. Je pense notamment à la une de Libé de février dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a publié des témoignages d'électeurs de gauche déçus qui ne se feront plus avoir. Donc là, il y a deux questions sous-jacentes. La première, c'est déjà, est-ce que le Front républicain va encore, à votre avis, là on ne veut pas faire Madame Nirma ou quoi que ce soit, mais si vous avez des arguments ou des idées très claires là-dessus, c'est bien. Est-ce que ça va fonctionner l'année prochaine? Et est-ce que ce nini de gauche, c'est un peu nouveau, et comment on l'explique? Je pense que Camo là-dessus doit avoir des choses à dire. Va falloir que la gauche trouve, le PS trouve un créneau entre Emmanuel Macron et la France insoumise. Donc ça va être très très compliqué pour eux. Enfin, quand on dit qu'Emmanuel Macron est soi-disant de droite, il y a comme un boulevard. Si Emmanuel Macron est de droite. Ah. Oui, mais sur les thèmes de l'Europe, par exemple, le créneau est très très mince à trouver. Je parle de créneau électoral. Sur l'Europe. Non, mais bon, c'est un thème majeur, ou sur la monnaie, ou sur l'immigration, ou sur tous les grands thèmes majeurs. Ce sera très très compliqué pour eux de sortir de la posture morale et d'avoir une vraie proposition programmatique qui soit différente. Mais bon, il y a le même problème à droite. Hein. Oui, mais là, ce qu'on entend par là, c'est peut-être que Captain Rob pourra nous éclairer là-dessus, mais c'est qu'on a des électeurs qui sont quand même allés massivement, enfin en tout cas, pas massivement, mais assez largement, des électeurs de gauche qui sont allés voter pour Emmanuel Macron en 2017 au second tour, et qui ont dit cette fois on ne le fera pas. Et les sondages, encore une fois, on a dit que les sondages se trompaient souvent, etc. Très bien, mais les sondages ont quand même tendance à nous dire que l'écart entre les deux candidats sera moindre que ce qu'il était en 2017, si tant est, mais ça, Captain Rob, tu l'as très bien dit en fin de première partie, que le second tour ne nous réserve, que le résultat du premier tour ne nous réserve pas de surprise, ce qui est pas impossible. Mais donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que comment on explique ça, que le fait que tous ces électeurs de gauche refusent d'aller voter pour Emmanuel Macron au second tour? Est-ce que c'est juste lié à la politique d'Emmanuel Macron qui est considérée comme trop libérale, entre autres pour les électeurs de gauche, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui est lié plus à la notion de Front républicain? Je ne suis pas un électeur de gauche, mais j'imagine que pour eux, ça fait depuis 2002 que c'est le cas. Ils doivent choisir à chaque fois entre la peste et le choléra, et que c'est pas forcément évident, et qu'ils se disent après. Je pense aussi qu'il y a un effet moins waouh du RN par rapport, et peut-être que c'est la stratégie de dédiabolisation qui a apporté ses fruits. C'est qu'aujourd'hui, en 2002, ça aurait été un cataclysme absolu. Je pense que ça le serait quand même en 2022, mais beaucoup moins. J'ai l'impression que ce serait beaucoup. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu en 2017. C'était beaucoup plus resserré qu'en 2002. C'était pas un 80-20. Donc peut-être qu'il y a cet effet waouh qui est un petit peu moins là, ou peut-être aussi que c'est la lassitude des électeurs dont on a déjà évoqué. Et oui, pour revenir sur les sondages, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu parfois prophétie autoréalisatrice des sondages. Et on le voit bien sur plein de domaines. On est dans un monde qui est en profonde mutation. Ça tout change très vite. Il y a des bouleversements de plus en plus rapides, et la politique n'y échappe pas. Quand on voit un peu la séquence, c'était limite digne d'une meilleure série sur Netflix, comment tout a tourné en 2017 aussi rapidement. Il n'est pas exclu que ça puisse être le cas en 2022, mais je pense malgré tout qu'on va finir sur la même rengaine avec un Macron et Le Pen. Et donc, des électeurs de gauche qui n'iront pas voter pour Macron. Ouais, alors moi je peux comprendre cette lassitude, et je suis 100% d'accord avec Captain Rob. Mais encore une fois, c'est à la gauche ou à quelque chose d'autre à gauche de se réinventer et de faire des propositions. Et si Emmanuel Macron est de droite et que la LFI est d'extrême gauche, il y a quand même un boulevard. Je l'ai déjà dit, et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
soit la gauche n'existe plus, soit on doit vraiment aller vers plus d'écologie politique. Enfin, je sais pas, mais il faut réinventer quelque chose sur nos. On C'est a la un même problème chose. de son. petit problème ça bug. technique, Béné, une petite seconde. Plus de son, nous dit-on dans le chat. Alors, Ça revient. devrait être revenu, ça devrait être revenu. Je suis vraiment désolée Non, mais- pour ma mais- connexion. Il y a, non, il y a non, aucun, c'est pas, il y a c'est aucun pas toi, problème. là, je pense. Ah non, c'est pas toi, c'est Non, pas je toi, c'est disais chez nous, ça a juste sauté. qu'il fallait revoir les modes de scrutin, parce que si on se dit qu'on doit toujours choisir entre la peste et le choléra, c'est peut-être que, au-delà de la gauche qui doit se réinventer, c'est peut-être notre système électoral qui est un peu à bout de souffle. Et ensuite, mon dernier point, c'est qu'un électeur de gauche ne se reconnaisse pas dans Emmanuel Macron. Je comprends tout à fait qu'il soit déçu. Je comprends tout à fait. Les promesses de 2017 ne sont pas forcément toutes celles qui ont été réalisées. Et je pense qu'il y a des électeurs de droite qui sont aussi déçus, et des électeurs d'Emmanuel Macron qui sont aussi déçus d'ailleurs. Mais de là à dire que c'est la même chose, et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, enfin, c'est vraiment de la politique politicienne, comme le disait Mathieu, Captain Rob, pardon. Tu peux pas me dire que le FN qui veut supprimer le droit du sol, interdire les signes religieux dans la rue, faire un référendum sur la peine de mort, annuler le mariage pour tous, etc., ça soit la même chose qu'Emmanuel Macron. Enfin, je veux bien qu'il y ait des trucs qui aillent pas chez En Marche, mais il faut peut-être pas dire que c'est la même chose, quoi. Et là, après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais on a eu Trump, on a eu Johnson, on a Orban. Effectivement, c'est pas l'effet waouh. Ouais, je suis moins en moins convaincu que ce serait les chemises brunes dans la rue et une remise en cause de nos droits. Je pense qu'en effet, si le FN, si le RN arrive au pouvoir, ça serait un bordel politique sans nom pendant 5 ans, un peu à la Trump, comme tu viens de le dire, avec des supporters écervelés, mais ça sera pas... Bon, je suis pas certain que ce soit vraiment pire que tous les bordels qu'on a eu ces dernières années, mais mon point, c'est surtout de dire que je pense, peut-être à tort, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de garde-fous en France. On a des capacités de blocage à plusieurs niveaux. Il y a une capacité de blocage au niveau politique, où il n'est pas exclu que pour la première fois, on ait une cohabitation sous le quinquennat, si toutefois Marine Le Pen passait les portes de l'Élysée. Donc peut-être qu'il y aura un réveil législatif. Il y a aussi des capacités de blocage de l'administration. L'administration, il ne faut pas oublier qu'elle est très bonne pour bloquer plein de trucs, et quel que soit le président de la République, et je ne vois pas pourquoi elle se gênerait a fortiori si c'est le RN qui est au pouvoir. Et puis il y aura aussi des capacités de blocage ou des revendications citoyennes qui viendront. Donc je pense que ce qui est le plus inquiétant, c'est pas forcément... Ça, je pense que c'est de l'affichage, le revenir sur le mariage pour tous, sur plein de lois qui feraient plaisir à la droite. Moi, il y a deux choses qui sont inquiétantes. Ce serait l'image que ça renvoie de la France, et globalement la place de la France au niveau international. Et ce serait plutôt l'aspect économique. Parce que pour le coup, leur programme économique est vraiment pas clair. Sur l'euro, ils ont l'air de dire que finalement, ils n'annuleraient pas, mais c'est plus sur la déstabilisation économique, en fait, prolonger en fait, la crise économique en France. Je me permets de rebondir, Captain Rob, parce que j'avais eu cette discussion justement avec notre ami qui était censé nous rejoindre mais qui n'a pas pu pour des raisons techniques. Justement, il y a des garde-fous institutionnels, c'est vrai, il y a un conseil constit, il y a une administration qui sait être lente quand il le faut et parfois même quand il le faut pas, mais il y a aussi tout autour, et en tout cas c'est ce qu'on m'avait rétorqué, autour du Rassemblement national, quelques groupuscules qui pourraient se sentir pousser des ailes si le Rassemblement national était au pouvoir, et c'est de ça dont avait peur, en l'occurrence, l'ami dont je vous parlais. Donc, oui, c'est un peu compliqué quand même d'aller sur ce terrain-là. Après, tout se vaut pas, Béné, je réagis aussi par rapport à toi parce que ça m'a fait tiquer, mais tout ne se vaut pas. Mais est-ce que finalement, le fait qu'on ait l'impression que tout le discours politique soit basé autour de cette question-là et autour de l'épouvantail qu'on agite devant nous, c'est pas suffisant pour avoir une envie de dire stop. C'est ça la question que je voudrais te poser. De dire stop, de dire merde, quoi, en fait. Ouais, et de de dire dire on n'a merde, qu'à tester. On en a marre. Ah si, moi je pense. On a marre d'un Darmanin qui essaye d'aller racoler toutes les voix d'extrême droite dès qu'il le peut. On en a marre que vous agitiez ces thématiques qui sont celles du Rassemblement national pour que, éventuellement, dans 3 ans, vous vous fassiez réélire sur un plateau, quoi.
Peut-être on n'a pas entendu Camo s'exprimer sur ces sujets. Sur la question de pourquoi les électeurs ne se déplacent, les électeurs de gauche se déplacent moins pour faire barrage au FN, il y a l'effet wow dont on parlait tout à l'heure, l'effet de la dédiabolisation, ça peut être marché. Il y a aussi le glissement politique intrinsèque au FN, où on est passé de Jean-Marie Le Pen, qui était plutôt de tendance poujadiste, donc libérale, de droite économiquement, à un programme qui est économiquement de gauche. Et c'est ça que représentait Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Je pense qu'il y a les deux. Il y a dédiabolisation et le fait que et la gauchisation du programme, de la proposition programmatique du Rassemblement national. Je pense que c'est l'effet des deux qui fait que beaucoup d'électeurs de gauche se retrouvent un petit peu démunis en voyant que finalement, face à Macron, il y a une candidate qui a beaucoup de choses en commun avec ce qu'on avait à gauche dans les années 90. Je pense à Georges Marchais, par exemple, qui avait beaucoup de thématiques en commun jusque dans les années 80. La gauche avant 83, on va dire. 100% d'accord avec vous. Et il y a même un article très intéressant du Monde à lire sur ce sujet. Faudrait le mettre dans le chat, je sais pas faire, mais qui est très intéressant. Si tu peux me l'envoyer, je m'en occuperai. Ouais. Le FN était pour la fin des régimes spéciaux il y a 20 ans. Et aujourd'hui, plus du tout. Le FN était pour la sortie du nucléaire progressif il y a 20 ans. Et aujourd'hui, plus Il y a du tout. quand même les questions de la sécurité et de l'immigration qui sont ici... sont présentes. Ouais, qui font quand même une démarcation assez claire entre ces deux lignes politiques. Oui, mais c'est pas 100% d'un programme politique, les thématiques de la sécurité et de l'immigration. En ce moment, on en entend quand même beaucoup parler, hein, mais oui, c'est vrai. Oui, mais les gens s'intéressent aussi à la retraite, tout simplement. Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui s'inquiètent de la retraite et qui sont beaucoup plus séduits par les propositions du Rassemblement national. Ouais, puis on voit bien que le Rassemblement national a su capter un électorat ouvrier qui n'avait nulle part où aller, pardon. Plus de ça aucun sou, ouais. Mais on en entend beaucoup parler aussi parce que il est clair et net que le gouvernement Macron a amorcé un virage à droite sur les quelques derniers mois, avec notamment un discours beaucoup plus sécuritaire qu'avant, des déclarations qu'on n'aurait peut-être pas pu voir avant, par exemple sur l'augmentation des policiers, je crois que c'était 10 000 postes envisagés. Ce qui est pas loin de nous rappeler les fameux professeurs qui ne rapportent pas d'argent ou qui ne relancent pas l'économie. Hein. Et par rapport à ce que disait Benny tout à l'heure aussi, c'est que si Macron est à droite, il y a un boulevard. Est-ce que au final, casser l'idée qu'on a besoin d'un front républicain et qu'ensuite il se passe autre chose sur cette prochaine présidentielle, est-ce que le gouffre que Macron doit prendre, ce serait pas plutôt celui de la gauche qui justement n'arrive pas à se structurer pour l'instant et qui au final, si jamais le gouvernement venait tout d'un coup à se repositionner plus de ce côté-là, pourrait très rapidement briguer beaucoup d'électeurs, je pense. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment croire que Macron est de gauche après 4 ans? Qui y croyait en 2017 Oui, mais là, maintenant... On avait déjà plus le droit de se tromper. Est-ce que la gauche... Chouchua nous demande, est-ce que la gauche croit en Macron déjà? Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu, en 2017, il y avait quand même un espoir dans le sens où il venait d'un gouvernement de gauche, il était ministre dans un gouvernement socialiste. Là, maintenant, c'est vrai que je ne sais pas si, même s'il faisait 6 mois de politique de gauche, je ne sais pas si des gens se laisseraient... Je dirais pas berner parce que ça serait donner mon opinion et j'ai pas envie de le faire, mais se laisserait convaincre, disons. Mais juste parce qu'on va bientôt terminer, il est tard. Du coup, pour revenir sur le Front républicain, si je comprends bien, pour 2022, le Front républicain anti-RN, non. Par contre, le Front républicain anti-LFI, oui. C'est ça la conclusion ? C'est pour l'instant, c'est juste un coup marketing lancé par quelques hommes politiques, le coup du Front républicain anti-islamo-gauchiste. Il faut voir si ça prend dans la durée. Il y a une répercussion médiatique quand même assez importante depuis 2 semaines ou depuis 10 jours. Il faut voir si ça continue à prendre.
le Front républicain et les scénarios catastrophes, les cordons sanitaires, etc., c'est quand même un discours éculé, mais qui est quand même très facile à remettre en état de marche en temps d'élection. Donc je pense que ce sera la même ritournelle l'année prochaine. Béné ou Rob? C'est compliqué. On n'a pas abordé le sujet du vote blanc, mais je pense que On y reviendra. un électeur, ouais, ça peut être un débat intéressant. Un électeur de gauche qui se retrouve Macron-Marine Le Pen, aujourd'hui il dit peut-être je partirai en week-end. Peut-être que le jour J, effectivement, la morale ou la peur de quelque chose, parce que j'approuve, fera qu'il se bougera jusqu'aux urnes. Après, effectivement, si on se rend compte qu'il y a 10 millions de votes blancs ou nuls, peut-être que ça fera réagir. Et est-ce qu'il faut ça pour qu'on réagisse? Je laisse le débat ouvert. Peut-être un front anti-Jean Lassalle, nous dit la petite loutre. Sur le front anti-Jean Lassalle. Hein. Enfin, si, tu peux, mais... je vois pas trop un front républicain par rapport à la gauche. C'est vrai que j'avais vraiment vu ça sous l'angle RN, parce que je pense qu'au final, ce sera quand même Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Après, tout dépend peut-être du score de chacun des deux. Tout dépend de si elle est devant ou si lui est devant. Et au-delà même d'être devant ou non, c'est si elle fait plus de 30%, ça m'étonnerait quand même, mais si elle fait un score qui est relatif, elle est deuxième, mais que le score n'est pas très bon, peut-être qu'en effet, comme dit Béné, il y aura des gens qui partiront en week-end. Si c'est très proche et serré, je ne suis pas certain que la gauche prendra le risque. Et j'imagine qu'il y aura quand même un sursaut. Mais même s'ils disent on n'ira pas voter pour Macron, c'est bon, on en a marre d'être berné, je pense qu'ils voteront quand même pour Macron. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse un petit dernier mot, si vous avez, sur le sujet. Non, on me dit que non, donc on peut arrêter. En tout cas, merci à tous. Bon, si quelqu'un veut parler, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir joué le jeu pour cette première émission. On est très content d'enfin lancer la machine pour de vrai. On insiste aussi, moi je voudrais insister sur le chat. Alors là, vous avez beaucoup discuté, vous avez beaucoup parlé. N'hésitez pas à interpeller également pour les prochaines émissions nos invités. N'hésitez pas non plus, et surtout c'est ça qui est important, à venir vous-même débattre avec nous, à nous envoyer un petit texte, comme on vous disait dans les émissions précédentes, pour vous donner votre position sur le prochain sujet qui sera sur la vaccination obligatoire. N'hésitez pas à faire tout ça pour venir en débattre. Toutes les opinions sont bonnes à être contredites et discutées. Donc, jouez le jeu parce que c'est ça le cœur de l'émission. Et on aimerait bien vous y voir. Merci en tout cas. Oui, et on est là dans une session estivale où on fait donc cette émission aujourd'hui. On fait la prochaine, le 19, sur l'obligation vaccinale. Bon, on teste un concept aussi, donc on prend tous vos retours. N'hésitez pas à nous indiquer ce qui vous plaît beaucoup, les axes d'amélioration. C'est vraiment votre émission, hein, on l'a dit, donc simplement sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc dans 2 semaines, la vaccination doit-elle être obligatoire? Eh bien écoutez, on cherche des gens pour venir en parler, comme l'ont fait d'ailleurs très gentiment aujourd'hui Captain Rob, Béné et Camo, qu'on remercie, qu'on aura encore grand plaisir à recevoir parce que... j'ai trouvé beaucoup de choses qui ont été dites très intéressantes, donc j'espère que d'ici l'élection, vous reviendrez nous faire un petit coucou. Au moins dans le chat, mais même en plateau, j'espère. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve mercredi 14, l'heure, on ne sait pas encore, pour un quiz spécial 14 juillet. Vous inquiétez pas, on ne fera pas ça trop tard, parce qu'on veut vous laisser la possibilité d'aller au bal des pompiers si vous voulez. C'était un point très cher, et ça a été un point de discussion entre nous et de tension très longtemps. Mais on voulait vraiment... Qui est pro bal des pompiers? On m'enlèvera pas le bal des pompiers, je suis désolé, ça c'est tous les ans maintenant. Hein, on fera un quiz où il y a des choses exceptionnelles à gagner. Stay tuned, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Et puis donc le 19 sur la vaccination obligatoire. Et écoutez, merci à tous. Merci Camo, à très vite. Merci Béné, merci à vous. Merci Captain Rob, merci le chat, merci. Et puis je vais laisser IDB faire la outro quand même. Allez, c'est toi. J'avais pas grand chose à ajouter, vous avez tout dit. Hein. Est-ce qu'on peut choisir la musique?
nous demande Biu, c'est notre émission. J'ai répondu non. D'accord, très bien. Tu peux choisir la musique tant que le Twitch n'a pas de problème avec cette musique. Moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire non. Je sais pas, tu sembles présager qu'il veut quelque chose de commercial. Oui. Je ne sais pas. Non, tout ça, pour ajouter juste sur le côté de votre émission, le format va évoluer. Hein. Là, on vous a promis beaucoup plus d'interactions. Pour l'instant, c'est limité au chat, mais on vous ramène les sondages. Promis, ça devrait arriver normalement la semaine prochaine. De toute façon, le quiz, ça, c'est déjà bien calibré. On se retrouve donc vraiment avec une émission, je pense, surtout le 19, beaucoup plus punchy. Même si ce soir, c'était déjà très, très cool. Sur ce, si plus personne n'a quelque chose à ajouter, je vérifie une dernière fois. 3, 2, 1... Non, je pense qu'on peut y aller. Allez, bonne soirée, ciao, ciao. Bonne soirée bye à tout le monde. bye, salut. Bravo. Des bisous.